Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la théorie de l'attention selon Robert Merton. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ce sociologue, puisqu'il est aussi à l'origine d'un concept qu'on connaît plutôt bien, qui est celui des prophéties autoréalisatrices. Le principe, il est connu, c'est ce qu'on voit dans l'effet Pygmalion, dans l'effet Golem, dans l'effet placebo. J'en avais parlé dans la vidéo sur la menace du stéréotype, qui impliquait qu'à partir du moment où une population minoritaire avait conscience des stéréotypes qui la concernent, c'est-à-dire de l'étiquetage réducteur qu'elles vont subir de la part d'un corpus majoritaire, automatiquement ça va générer un stress parce qu'il s'agira de lutter contre ce stéréotype pour ne pas lui donner raison. Le simple fait d'en avoir conscience implique que cognitivement il va y avoir des conséquences, et ces conséquences auront pour finalité de venir confirmer le stéréotype. Donc ce concept-là de prophétie autoréalisatrice nous vient de Robert Merton, qui t'explique que si un instituteur a des attentes à l'égard d'un élève, des attentes positives, il accordera naturellement plus d'attention envers lui, si bien que ça jouera sur ses compétences. Et le contraire est vrai aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux précédentes vidéos où j'abordais les logiques de l'action, ici, on va regarder un petit peu les conséquences en fait de ces actions. Et donc Merton, il a développé l'idée que chaque action a des conséquences, et ces conséquences vont être fonctionnelles, c'est-à-dire elles vont avoir une utilité. Certaines fonctions sont dites manifestes dans le sens où elles répondent à l'objectif, elles répondent à l'intention, et certaines fonctions sont dites latentes dans la mesure où elles rentrent dans le cadre de ce qui n'avait pas forcément été prévu. Si on prend l'école, la fonction manifeste de l'école serait éventuellement la transmission du savoir, mais les fonctions latentes pourraient se situer à deux niveaux. D'un point de vue positif, on parlerait de socialisation, d'inscription de l'individu dans un cadre social avec des normes, etc. Mais une conséquence négative sera, si on se réfère à la théorie de Bourdieu, que finalement, ça creuse l'écart des inégalités. Dans toute action humaine, il y aura des conséquences involontaires positives. C'est là qu'on rentre dans le cadre de la sérendipité, c'est-à-dire que les grandes découvertes sont souvent liées au hasard. Certaines conséquences involontaires seront neutres, c'est-à-dire que c'est pas positif, c'est pas négatif, mais il y aura également des conséquences involontaires négatives. Finalement, que ce soit positif ou négatif, ces fonctions latentes, donc ces conséquences involontaires, permettent finalement de préparer la société au changement, parce que ça vient révéler en fait des questionnements qu'on n'avait pas et qu'il faut désormais avoir. C'est en ce sens-là qu'on parlera de fonction, et que c'est fonctionnel dans le sens que c'est utile. Mais c'est utile à partir du moment où on en fait quelque chose. Ce serait dysfonctionnel si les conséquences involontaires produisaient l'effet contraire, si c'était totalement contre-productif par rapport à ton intention. Dans les fonctions manifestes, on obtient l'effet désiré. Les fonctions latentes, c'est un autre effet, mais qui n'annule pas l'effet premier. Et donc, notre ami Merton a essayé de distinguer ce qui pourrait être à l'origine de ces conséquences involontaires. Puisqu'après tout, on pourrait considérer que nos actions sont déterminées par une intention, et qu'a priori, à moins d'être totalement pulsionnel, ça a été à minima réfléchi. Pour autant, on est passé à côté de quelque chose, puisqu'on subit des conséquences qu'on n'avait pas prévues. Une des premières causes qu'on repérera tient dans la complexité des systèmes sociaux. C'est-à-dire qu'on est rarement dans des logiques totalement linéaires et unilatérales. On se situe souvent dans des systèmes totalement interconnectés. Chaque élément va interagir avec d'autres. Un autre facteur est celui de l'ignorance, parce que si on agit avec un manque de connaissance ou de compréhension sur dans quoi on met les pieds, automatiquement, on ne peut pas prévoir certaines conséquences. On apprend finalement en faisant quand on est au pied du mur. L'autre explication tiendrait dans ce qu'il nomme les erreurs dans l'analyse. C'est l'hypothèse de départ qui était déconnante. Et de fait, le plan d'action l'était tout autant. L'idée était bonne, mais le raisonnement ne l'était pas. La quatrième explication, c'est ce qu'il va nommer les intérêts contradictoires. Ce qui va être intéressant pour toi, potentiellement, ça peut nuire à d'autres gens.
Et de la dernière idée, c'est de se dire que les sociétés évoluent hyper rapidement, si bien que ce qu'on va mettre en place, peut-être, ne fera pas le poids face aux évolutions qu'on n'aura pas anticipées. Donc là, maintenant, si je fais le lien avec moi, puisque j'ai souvent l'impression d'essayer quand même d'anticiper les choses, d'essayer de faire en sorte de les contrôler à minima, je vois bien qu'à chaque fois, je me retrouve dans des plans catastrophes, des trucs que j'avais pas anticipés, bref, de la simple anecdote de vie, je me retrouve projeté dans une espèce d'aventure extraordinaire. C'est là que je trouve qu'on peut faire le lien avec ce que proposait Robert Merton, notamment en ce qu'il essayait je dirais, de catégoriser, de cartographier les différentes causes en fait qui amènent des conséquences involontaires. Et même si lui, il aborde plutôt le versant social, sociétal, donc beaucoup plus collectif qu'un individu isolé, qu'il soit TSA ou pas, à l'instar des sociétés, les systèmes humains sont incroyablement complexes. Si bien que c'est évident qu'à partir du moment où je pose un acte, quelle que soit mon intention, il va y avoir certaines conséquences que j'aurais pas du tout pu anticiper, puisque le système est complexe, hors de ma portée et encore moins de mon contrôle. Mais il va y avoir aussi, parfois, de ma part, des erreurs de raisonnement et d'interprétation qui m'emmène justement à penser que, sans avoir tout pris en compte, sans avoir tout bien mesuré, puisque de toute façon ça n'apparaissait pas là. Parfois tu vas pas te rendre compte que ce que tu mets en place, qui te concerne toi, en fait ça vient impacter chez l'autre pour X raisons après, et donc ça tu peux aussi ne pas mesurer que tu te retrouves à empiéter je dirais un pseudo-territoire là où tu n'avais pas du tout pensé à ça. Et tu te retrouves à prendre les trucs en boomerang par l'autre sans que tu aies pu le considérer ne serait-ce qu'une seule seconde au départ dans ton plan d'action. Je trouve que ça rejoint vachement mes questionnements dans la mesure où je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, que je supporte pas les procès d'intention. Très souvent, je trouve que c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas avoir d'intention, et au final, on va me reprocher d'en avoir. Et encore, c'est pas tout à fait vrai parce que je pense pas qu'on puisse ne jamais avoir d'intention. Du moins, l'intention ne se situait pas du tout au même endroit où la personne s'autorise à m'en faire le procès. Et là, je sais pas si on est dans de la conséquence involontaire négative ou si on est carrément dans de la dysfonction, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui revient souvent. Ça me ramène aux questions d'éthique, c'est-à-dire la valeur un peu morale qu'on va accorder à une action. Est-ce qu'on va regarder ses conséquences? Dans ces cas-là, c'est le modèle conséquentialiste, on va regarder les conséquences, et si c'est positif, eh ben, on va pas regarder les intentions qu'il y avait derrière. La fin justifie les moyens, etc. Ou alors, est-ce qu'on va plutôt agir selon des principes, selon une espèce de déontologie existentielle, et donc on va pas regarder les conséquences, puisqu'on sait que dans les intentions, il y avait un certain cadre qui était posé, qui était respectable, etc. Et des fois, malgré le fait d'essayer d'avoir quelques principes, et je sais que j'en ai, j'ai l'impression que la façon dont les autres aborderont les situations, c'est un peu comme bon leur semble et comme ça les arrange. Je trouve que ça manque de ligne directive là-dessus. Et ce qui fait que c'est normal qu'on soit paumé dans les rapports humains, puisque c'est toujours changeant. Et c'est peut-être là que ça va rejoindre, je dirais, la cinquième catégorie de causes des conséquences involontaires selon Merton, qui serait finalement celle de se dire que le monde il est en mouvement permanent et que les rapports humains, bien qu'ils soient normés, bien qu'il y ait une forme de structure sociale qui est parfois implicite, mine de rien, c'est quand même assez versatile. Alors là, je prends le cas de figure de la conséquence involontaire négative, mais du point de vue positif, c'est que ces situations-là, je dirais qu'elles ont le mérite de parfois révéler le potentiel chez soi qui permet après de s'améliorer, de se perfectionner, etc. J'en veux pour preuve mes histoires de problèmes de bus, de cartes et de trains, mais qui finalement
ont pour conséquence, et qui n'était pas prévu, puisque l'objectif au départ, la fonction manifeste, c'était tout simplement de faire les trajets, de me permettre de me bonifier dans cet exercice-là, et d'être de plus en plus souple et de pouvoir beaucoup plus rebondir et faire marcher en fait la flexibilité cognitive.